Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes historienne, psychanalyste, écrivaine et militante laïque. Féministe engagée, vous œuvrez depuis de nombreuses années pour le droit à l'avortement, au point d'être devenue en Belgique une spécialiste de la question de l'IVG. Vous êtes également directrice du département études et stratégies au Centre d'action laïque, ainsi que présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. L'engagement, c'est une seconde, voire une première nature chez vous? Non, je pense que c'est plutôt, le résultat d'un parcours. Voilà, j'ai toujours, écrit, réfléchi, transmis, mais plutôt, je dirais, dans le cadre de mes activités d'écriture, de journaliste et cetera, quand j'étais plus jeune et donc je pense que ça s'est forgé comme ça. Je pense que j'avais la fibre féministe et laïque en moi. Mais ça ne s'est pas exprimé dès ma jeunesse comme militante. Voilà, j'ai manifesté comme tout le monde, voilà, mais j'avais pas d'engagement particulier à part, je dirais, dans la façon dont je voulais renvoyer à d'autres ma lecture du monde et des enjeux. Et aujourd'hui, être militante laïque, ça représente quoi pour vous? Euh, mais je trouve que c'est important que le militantisme soit quelque chose qui vienne rencontrer un désir. Donc pour moi, c'est venu rencontrer mon désir de faire changer les choses, d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc, quand je suis arrivée au Centre d'action laïque en 2009, euh, je trouvais ça extraordinaire d'avoir un travail qui finalement rencontrait mes aspirations, c'est-à-dire étudier, réfléchir, proposer, mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la condition des gens. Et donc, je trouve que au niveau de l'engagement, c'est formidable d'avoir ça dans notre pays. Je pense que c'est quasiment unique au monde, hein. Je vois pas où il y a ça ailleurs. En tout cas, en Europe, je vois pas. Et c'est un des éléments importants, je trouve, dans notre pays et qu'il faut défendre parce que ça donne à tout le monde la possibilité de se retrouver dans un espace de réflexion sans devoir dire je suis de tel pilier ou je suis attaché à tel type ou tel type de que ce soit l'enseignement ou voilà ou de parti politique. Non, c'est autre chose et je trouve que c'est singulier et c'est la raison pour laquelle voilà j'ai persévéré. Mmh. Beh, on le voit chez vous, le militantisme va au-delà de vos activités, professionnelles. Ça a l'air d'être une évidence pour vous. Malheureusement, ça ne l'est pas souvent. Pourquoi pensez-vous qu'il y a, un engagement plus relatif actuellement dans la société de la part des citoyens? Mais enfin, mon sentiment, c'est que ma génération a raté quelque chose. Parce que, bon, moi, je suis née en 61. Donc, c'était les années 60, puis 70, et même dans les années 80. On avait l'impression qu'on allait toujours aller vers du mieux. Hein, que la société qui sortait des carcans, ben, on allait avancer toujours vers plus d'égalité, plus de justice sociale. Et ça s'est vraiment retourné, je dirais, dans les années 90 où on a vu que l'individualisme devenait vraiment la norme. Et voilà, en 30 ans, le basculement, on y est aujourd'hui, hein, avec une méfiance à l'égard de la démocratie parlementaire, un refus des règles communes. Hein, on pense à soi avant le bien-être collectif. Et donc, je pense qu'on a raté quelque chose là. Et c'est pour ça, je pense que c'est important aujourd'hui de réinvestir. Bon, bien sûr, le cas là, continuer à investir. Je ne dis pas que tout le monde a mal fait, mais je pense qu'on a raté quelque chose dans la transmission. Oui. Et justement, dans la situation, la société actuelle, qu'est-ce que la laïcité peut apporter? Mais justement, je crois que le cadre dans lequel on travaille, c'est-à-dire euh, non dogmatique, on n'a pas des idées toutes faites, on remet en question ce qu'on a imaginé comme solution, on adapte aussi nos stratégies, on essaye de parler à tout le monde, mais aussi de débusquer tous les pièges actuels. On voit bien l'identitarisme, bon alors la misogynie on en parlera, mais
aussi le refus des uns et des autres. Notre société, en Belgique, on le voit bien, voilà, elle est clivée. Les uns trouvent que les Wallons sont ceci, les autres trouvent que les Flamands sont comme ça, les paresseux, les dépensiers. Enfin, on a tous des idées, des stéréotypes qui redeviennent finalement, je dirais, oui, dans le langage non seulement commun, mais politique. Et la laïcité, c'est là-dessus qu'elle doit agir, c'est-à-dire débusquer finalement tous ces pièges qui font le lit des antidémocrates, parce que c'est ça la bataille d'aujourd'hui, je pense. Et on connaît bien le slogan «Libre ensemble» du CAL. Pendant la crise sanitaire, un autre slogan est apparu: «Égaux ensemble». Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? L'égalité aujourd'hui n'est plus une valeur partagée, hein. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un directeur de UNIA, donc c'est l'ancien Centre pour l'égalité des chances, Mathias Storm pour ne pas le nommer, un NVA, qui a estimé que discriminer était un droit fondamental. Donc on est dans un pays où à la tête d'une institution qui doit défendre l'égalité, eh bien il y a quelqu'un qui estime que discriminer est un droit. Et donc c'est pour ça que la question de l'égalité et réexpliquer ce que c'est les politiques d'égalité, c'est pas tout le monde dans la même case et on coupe tout ce qui dépasse, hein. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est adapter les mesures, être à l'écoute des difficultés, des discriminations pour essayer de les corriger. Et donc, ces politiques d'égalité sont très décriées. Bon, quand on prend la question homme-femme ou femme-homme aussi, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les femmes égales aux hommes, c'est comme si on allait enlever toutes les Mmh. différences. Bah, l'égalité, c'est pas la suppression des différences, c'est la correction des discriminations. Donc, c'est très différent. Mmh. Mais la crise du Covid a largement amplifié ces inégalités dont sont victimes, les femmes. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu plus sur la question? Dans cette crise, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'au fond, les femmes qui sont dans les métiers de proximité ou du care, donc c'est la vente, la grande distribution, le soin aux personnes, et cetera. Toutes des professions qui sont dévalorisées financièrement, se sont retrouvées en première ligne parce que c'était les secteurs essentiels, hein, qui fonctionnaient pendant la crise. Donc on a eu, en tant que féministe, l'espoir que ça allait revaloriser le travail de ces femmes, en tout cas ces professions allaient être revalorisées et que, on allait mieux s'en sortir. Donc sur ce volet-là, ça a été la catastrophe parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a rien. Vous voyez les infirmières et les infirmiers aussi d'ailleurs, mais toutes ces professions-là n'ont pas été revalorisées alors qu'elles ont énormément donné et qu'elles ont été aussi en première ligne, face au Covid, puisque c'était les seuls qui étaient finalement encore en activité quasiment. Et puis par ailleurs, la question des violences envers les femmes, alors parlons des violences interpersonnelles, intrafamiliales, qui sont, il faut quand même le rappeler, légitimées par un système qui infériorise les femmes dans tous les domaines que je viens de citer. C'est pas pour rien qu'il y a autant de violences envers les femmes, hein. Je veux dire, les hommes reçoivent ces messages que, bah oui, leur femme leur appartient, leur femme doit faire ce qu'ils disent et elle vaut moins que lui. Et donc là, on a vu effectivement que les violences ont explosé. Pourquoi? Bah, parce que les femmes enfermées chez elles, dans des petits espaces par exemple, et non-stop avec le compagnon, le mari, le conjoint, bah, évidemment, ça favorise pas, je dirais, la détente, parce que tout le monde est sous pression et tout le monde est enfermé dans un lieu clos, donc ça favorise les violences. Et on a vu les lignes d'écoute ont explosé, hein, au niveau des appels à l'aide. L'autre élément qui est quand même à retenir, c'est que il y a eu une réponse directe des pouvoirs publics par rapport à ces dangers qu'on a signalés sur les violences envers les femmes et les enfants, parce que c'est toujours les femmes et les enfants, évidemment. Donc des mesures ont été prises. Il y a vraiment une volonté, en tout cas au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, région bruxelloise, région wallonne, avec les trois ministres des droits des femmes, c'est quand même la première fois qu'on a ça, qui se mettent ensemble pour faire un programme interministériel, etc. Donc c'est bien. Mais voilà, je pense que le constat va perdurer. Les violences, on ne va pas les éradiquer en mettant des lignes d'écoute. Et comme je l'ai dit, elles sont la conséquence d'une société qui ne fait pas le travail de déconstruction par rapport aux stéréotypes sexistes et aux discriminations. Et pendant la pandémie, via le Conseil des femmes francophones de Belgique ou via le Centre d'action laïque, vous avez contribué à mettre des choses en place?
Oui, alors évidemment, c'est des gouttes d'eau dans la mer, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'abord, une distribution de sous-vêtements parce que les femmes qui quittent un conjoint violent, en général, elles partent une main devant, une main derrière, elles ont rien, elles ont leur sac. Elles ont peut-être un pantalon de rechange et un pull, mais elles ont pas des sous-vêtements pour tous les jours. Donc on a fait cette collecte et ça a rencontré vraiment un besoin. Et dans la foulée, on a continué avec ce qu'on a appelé les kits hygiène, parce que vous savez que ça coûte vraiment très cher aux familles. Le gel hydroalcoolique, les masques, le savon, il faut tout le temps se laver les mains. Et donc, on a fait des petits kits, et grâce à la Fédération des maisons de la laïcité et au réseau du Conseil des femmes francophones, on a distribué plus de 10 000 masques, je pense, et de très nombreux kits dans les endroits où les femmes savent qu'elles peuvent avoir éventuellement un soutien. Et donc, voilà, je dis c'est une goutte d'eau dans la mer, mais enfin, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Pendant la pandémie dont nous venons de parler, nos libertés ont été considérablement réduites. À quoi devons-nous être attentifs, selon vous, dans le futur par rapport à ça? Ouais, c'est un vaste chantier. Ben, déjà, c'est vrai qu'on travaille sur la limitation des mesures d'urgence, hein. Donc, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises. Et ce sont des mesures qui sont temporaires. Donc, il faut vraiment vérifier qu'elles soient temporaires et que ça s'arrête au moment dit. Ce qui est rarement le cas. On l'a vu dans d'autres gouvernements, quand il y a des mesures qui sont prises comme ça en urgence, ben, en fait, les mesures persistent. Et ce sont des mesures qui sont liberticides, ça il faut quand même le dire. Ça restreint nos libertés, nos droits fondamentaux. Donc là-dessus, il y a vraiment un travail à faire, mais c'est surtout au niveau parlementaire qu'il faut le faire. Il faut solliciter des parlementaires pour mettre fin à... C'est un abus hein, de l'état de droit. Il y a un autre élément qui est qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la protection des données. Donc la protection des données, c'est fondamental dans un monde qui est comme le nôtre, numérisé, et où finalement tout ce qui nous concerne en tant qu'individu se retrouve dans des serveurs, on ne sait pas très bien où ils sont d'ailleurs, mais bon. Et donc, pour garantir que la vie privée n'est pas comme ça à disposition de tout le monde, et notamment les données de santé, il y a une autorité de la protection des données. Et je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais en fait, en Belgique, on est face à des conflits d'intérêts au sein de cette autorité qui dépend de la commission justice du Parlement, et avec des personnes qui sont à la fois à la tête de la plateforme e-health, donc tout ce qui concerne la santé, et qui ont d'autres activités privées. Donc il y a là un melting pot qui est dénoncé depuis des mois. Je pense que c'est depuis le début de l'année 2021. Et rien ne bouge. Maintenant, vous avez des lanceuses d'alerte une qui a démissionné, une autre qui est en but à du harcèlement, je dirais, parce qu'en fait, le problème enfin, on croit qu'en Belgique, on est protégé. Quand on regarde dans d'autres pays, il y a des lanceurs d'alerte qui sont mis sur la sellette et tout. En Belgique, c'est pareil. Et c'est pareil sur la protection des données, c'est pareil sur la question des libertés par rapport aux mesures de la pandémie, mais c'est pareil aussi par rapport à l'infiltration de l'extrême droite dans les rouages de l'État, qui ont été dénoncés il n'y a pas longtemps par le président du comité R, qui surveille les services de renseignement. Et là aussi, hein, on a vu que le lanceur d'alerte était mis sur la sellette par les pouvoirs publics. Donc il y a un vrai danger de basculement en Belgique. Mais c'est, quand je vous entends, je pense aussi, au droit à l'avortement, puisqu'en Belgique, les femmes pensent être bien couvertes et bien protégées par rapport au droit à l'avortement, alors qu'en fait, c'est encore un combat qui doit continuer et qu'il y a, parfois des retours en arrière. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de réticence en Belgique par rapport à ce droit à l'avortement? Sur le plan politique, on s'est rendu compte que dès qu'on veut toucher finalement à cette question de l'IVG, eh bien, il y a des réactions très négatives. La première chose qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi de 90, les partis chrétiens majoritairement, qui n'ont pas osé s'attaquer à cette dépénalisation, parce que vous vous rappelez le séisme avec le roi et tout ça, bon bref, ils ont essayé de contourner le droit à l'IVG en donnant de plus en plus de droits au fœtus. Et ça, c'est dès le milieu des années 90, avec la possibilité de donner un prénom à une fausse couche, puis après, ils ont modifié les lois sur les cimetières pour pouvoir
enterré des grossesses de 12 semaines en Flandre, hein, ça c'était en 2004. Et en 2014, ils ont supprimé ce seuil de 12 semaines. Donc en Flandre, vous avez une fausse couche de 3 semaines, vous pouvez l'enterrer. Hein. Donc tout ça, c'est pour essayer de donner une personnalité juridique au fœtus et donc contrer évidemment le droit des femmes à disposer d'une grossesse en disant je la garde ou je la garde pas. Donc, et ça n'arrête pas. Je veux dire, c'est depuis le milieu des années 90. Donc ça, c'est déjà, on appelle ça le cheval de Troie hein, dans la bataille pour l'IVG. Et puis, vous avez des partis dans le gouvernement précédent, la NVA était totalement opposée au droit à l'IVG, il faut les entendre, et ils étaient conjoints avec le CDNV. Donc c'est clair que durant le gouvernement Charles Michel, la loi de 2018, elle a sorti l'IVG du code pénal, a fait quelques petits aménagements, mais ils étaient complètement coincés parce qu'il y avait un veto. Et ça s'est reproduit maintenant, puisque entre les élections de 2019 et la constitution du gouvernement en octobre 2020, on avait la possibilité de faire bouger les conditions avec 7 partis qui ont co-signé la même proposition de loi. Donc c'était inédit en Belgique. On s'est dit on va passer, on va passer. Oui, sauf que pour former le gouvernement, il fallait un parti d'appoint. Ce parti, ça a été le CDNV. Et le CDNV a dit ah non, veto, on ne fera pas bouger la loi sur l'IVG. Et donc ça montre quand même à la population qu'au sein du gouvernement, et au sein du Parlement, il y a une opposition à l'IVG. Vous avez 18 députés Vlaams Belang, donc c'est l'extrême droite. Hein. Eux, depuis que la loi de 90 est passée, tous les ans, ils redéposent des textes pour criminaliser l'avortement. Donc c'est pas on diminue les conditions, c'est terminer prison. La NVA contre tout changement, le CDNV contre tout changement. Au MR, vous avez des catholiques qui viennent du MCC qui sont contre les changements. Donc ça commence à faire beaucoup de monde. Hein. Et donc ça montre qu'en fait, dès qu'on y touche, il y a vraiment un réflexe je dirais, de refus. Et ça, je crois que la population ne s'en rendait pas compte. Nous, on le savait plus ou moins parce qu'on suit quand même les dossiers, mais on espérait quand même passer. Quoi. Et là, voilà, on a eu 2 échecs en 2 ans, enfin 2018 puis 2020. Et voilà, ça veut dire qu'il faut continuer parce que si on n'avance pas, on recule, ça c'est sûr. Oui, donc c'est encore une pierre importante par rapport à votre combat. Oui, et notamment, on a lancé un appel avec vous savez qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Abortion Right, c'est abortionright.eu depuis déjà 10 ans, pour fédérer tous les acteurs du secteur et d'avoir une vue aussi sur comment ça bouge en Europe, parce que c'est pas une question qui concerne que les Belges. Les femmes belges qui sont hors délai, elles vont en Hollande ou elles vont en Angleterre. Les femmes à Malte qui peuvent pas avorter, elles vont en Sicile. Donc il y a ce qu'on appelle transborder abortion, hein, donc c'est l'avortement transfrontière. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant? C'est, au fond, d'avoir une vue plus claire de ce qui se passe. Les femmes qui vont en Hollande, qui sont-elles? Comment ça se fait qu'elles dépassent les 12 semaines? Quand on entend les débats au Parlement, c'est toujours, ce sont des idiotes qui ne savent pas prendre leur contraception, enfin, ce sont des toxicomanes, enfin, donc ce sont des femmes qu'on stigmatise, mais on ne sait pas qui c'est. Donc nous, on a demandé, voilà, si vous avez eu des difficultés pour avorter en Belgique, si vous avez dépassé des semaines, racontez-nous votre histoire. Et donc, on va publier ça l'année prochaine. Et c'est édifiant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de circonstances de la vie qui ne sont pas contrôlables. Et donc, on a des femmes qui se retrouvent dans cette situation. Et pour l'instant, la Belgique fait, je ne veux pas les voir, qu'elles aillent en Hollande. Mais évidemment, ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Donc, je vois que vous allez mettre des mots sur leurs histoires, parce que mettre des mots sur les choses, c'est important. Par exemple, le mot féminicide est entré dans le dictionnaire Larousse en 2021, donc c'est vraiment très, très récent. Pourquoi est-ce important de nommer les choses? Mais c'est important de nommer les choses, et en particulier le féminicide, parce que ce n'est pas un crime qui est reconnu dans sa complexité. Hein. Quand une femme est tuée par son conjoint, jusqu'il y a peu, bah, c'était un drame familial, hein, bon, un fait divers, un drame passionnel. Alors que les études féministes démontrent que le féminicide, le meurtre d'une femme par une personne proche, son conjoint, son mari, son ex-petit ami, bon, s'inscrit dans un continuum de violence.
C'est très rare que quelqu'un tue la femme comme ça, boum. C'est souvent suite à une rupture, donc ça veut dire la personne ne peut pas s'échapper, ne peut pas vivre sa vie libre, donc on revient à cette question de la liberté. Et bon, parfois c'est subi parce que la femme s'en va et que le type la tue, mais souvent ça s'inscrit dans une violence qui s'exerce depuis des années, hein, psychologique, du contrôle et de la violence physique aussi, évidemment. Et ça, les tribunaux n'en tenaient pas compte. Du coup, si vous voulez, l'homme qui a tué, bah, il peut avoir des circonstances atténuantes parce qu'il était énervé, il avait bu, enfin, je sais pas quoi, bon, bref. Et donc, on se trouvait devant une situation où le vécu des femmes est complètement nié par la justice. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a quelques semaines, un homme a été condamné sans circonstances atténuantes. Mais bon, c'était après 25 ans de torture mentale et physique, mais n'empêche qu'auparavant, c'était pas le cas. Et donc la prise en compte du vécu des femmes et de leurs enfants, je le rappelle, parce que il y a souvent des enfants et ces enfants se retrouvent orphelins de leur mère avec un père assassin qui parfois se suicide aussi d'ailleurs pour échapper à la justice. Et donc dire les choses, c'est aussi permettre de comprendre la complexité d'un phénomène qui n'est pas un phénomène isolé. Voilà. En Belgique, on ne compte pas les féminicides. C'est les associations qui, avec les journaux, les infos qui arrivent, on essaie de savoir combien il y en a. Mais celles qui sont tuées de manière violente, ça on le sait. Celles qui meurent après des années de violence physique, on n'en sait rien. Celles qui se suicident ou les faux suicides, on n'en sait rien non plus. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que c'est important de pouvoir dire le féminicide, ça existe. Et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini les critères de féminicide. Hein, donc ce n'est pas une lubie. Hein. Mais libérer la parole des femmes et des victimes en général, c'est important. Ici, on a eu pendant quand même quelque temps le mouvement MeToo, qui avait beaucoup parlé de lui. Pensez-vous que ça a eu vraiment un impact ou c'était plutôt un phénomène, ponctuel de société? Non, non, c'est un jalon. Hein. Donc MeToo, c'est il y a 4 ans. Auparavant, depuis le début des années 2010, et je l'ai expliqué dans un petit livre qui s'appelle, excusez l'expression, Toutes des salopes, injures sexuelles, ce qu'elles disent de nous, j'ai montré au fond comment, à partir de l'injure sexuelle ou du harcèlement ou de l'agression dans l'espace public, toute une série de groupes de jeunes femmes se sont exprimés à travers les réseaux sociaux. Et ça a commencé par des petits groupes Facebook, Paye ta schneck, Paye ton Mmh. gynéco, etc., où elles expliquaient ce qu'elles avaient vécu, soit dans la rue, soit dans leur milieu professionnel. Et de dire ce qu'elles avaient vécu, mais aussi d'échanger avec d'autres qui tout à coup se rendaient compte qu'elles n'étaient plus seules à vivre ça, mais aussi d'échanger des bonnes pratiques. Ben moi, je lui ai répondu ça et moi, j'ai fait ça. Ça a donné finalement vraiment une ampleur et ça a visibilisé ce phénomène des violences. Et donc après, cette parole qui s'échange, ces manières de s'en sortir, où on se donne des coups de main, cette solidarité entre les filles, ça a donné hashtag MeToo. Et après hashtag MeToo, c'est pas fini, vous voyez bien aujourd'hui. Après hashtag MeToo, qui était évidemment le cinéma, enfin bon, ce milieu-là, on a vu que dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans le monde judiciaire, enfin, dans les médias, il y a pas un lieu où les femmes sont actives qui y échappent. Hein. On le voit en Belgique par rapport à la politique, c'était très récent parce qu'il y a 10 ans, j'avais fait une enquête auprès de toutes les mandataires politiques pour savoir si elles avaient subi du sexisme dans leur carrière professionnelle. J'avais reçu une réponse. Moi, j'avais 500 ou 600 mails, mais bon. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça commence quand même à se dire, mais encore de manière plus feutrée qu'en France, par exemple. Parce que c'est comme si le sexisme s'arrêtait à la frontière belge, c'est un peu le nuage de Tchernobyl qui s'arrête. Non, le sexisme et les agressions sexistes, elles sont en France, en Belgique, ailleurs. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à pouvoir reconnaître aussi que notre parcours de femme est marqué par des discriminations sexistes, ce on essaie d'oublier quand on arrive à en sortir, parce qu'on n'a pas envie de scoltiner cette image de victime non plus. Donc c'est tout un travail psychologique aussi qu'il faut faire, je pense, sur le plan individuel, mais sur le plan collectif aussi. Mais vous identifiez donc 3 axes majeurs de la lutte, féministe, de nos jours. Donc il y a le droit à l'autodétermination sur les questions liées au corps,
le droit à une égalité économique réelle et la fin des violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Énormément. Ça n'avance pas, en fait. Si vous regardez la question, allez, pour être autonome, la première chose qu'il vous faut, c'est des moyens financiers, hein. Vous pouvez pas quitter quelqu'un de violent si vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas assez de salaire. Bon, donc, l'autonomie financière. Regardez le gap salarial en Belgique, hein, et on ne le corrige pas. Et quand on le corrige d'un côté, bah, on le détricote de l'autre en mettant des noms de fonctions différents, comme ça les femmes gagnent moins. Et au fond, c'est aussi dans l'attitude générale de la population. On voit bien que le fait de dévaloriser financièrement un métier, bah, du coup, les gens ont moins de respect pour ces personnes. C'était comme ça. Je prends la fonction d'instituteur, d'institutrice. Il y a 100 ans, instituteur, c'était quelqu'un. Aujourd'hui, les institutrices, c'est des femmes et elles sont mal payées, hein, pour le boulot qu'elles font. Bah voilà, il y a moins de respect. Et donc, c'est vraiment un travail global dans la société où il y a énormément de travail à faire, ça c'est certain. Mmh. Et donc vous êtes présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique depuis 2018. Qu'est-ce que cela implique par rapport à vos responsabilités? Qu'est-ce que vous pouvez faire, pour la question des femmes à travers ce poste? Oui, donc c'est un mandat de 4 ans qui se Mmh. termine, donc voilà. Et c'est un mandat qui m'a énormément appris et mis en contact aussi avec toutes les associations, les réseaux féministes, etc. Et en même temps, on est face à un dilemme parce que le féminisme d'avant n'existe plus de manière, je dirais, enfin, il crée plus l'adhésion en général. Le féminisme universaliste, c'est-à-dire celui que moi je défends, et qui dit que tous les êtres humains sont égaux, hein, quelle que soit leur anatomie, leur couleur de peau, leur origine, leur religion, voilà. C'est ça l'égalité, c'est de dire, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme au fond. Ben, aujourd'hui, on voit bien que c'est contesté, hein, par des mouvements qui estiment que il existe un féminisme religieux qui vaudrait autant, bon, ce que moi je conteste, donc je me bats, hein, dans des, Mmh. des débats avec des personnes qui défendent ce genre de propos. Il y a aussi, je dirais, oui, un rejet du féminisme qui vient de plusieurs franges de la société. Bon, les misogynes à la Zemmour, Mmh. évidemment, les masculinistes, les intégristes religieux en tout genre, l'extrême droite, je l'ai dit. Et maintenant, nous avons toute cette frange de la société qui est racialiste, qui lutte contre la colonisation et ses effets. Et bon, évidemment, il est clair que c'est tout à fait légitime et qu'il faut travailler sur cette pensée de postcoloniale ou de décolonisation. Mais ce n'est pas pour autant qu'un être humain vaudra plus qu'un autre. Donc il y a un travail de décryptage à faire de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ça veut dire, au fond, c'est très simple, hein, c'est que tout le monde a un parcours et que dans ce parcours, on peut cumuler des discriminations, hein. On peut être une femme, c'est déjà une discrimination. Une femme qui n'est pas blanche dans nos pays, c'est une discrimination. Et une femme qui a un handicap, par exemple, hein, voilà. Bon. Donc ça, c'est un cumul de discriminations. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut travailler uniquement par type de discrimination, ou bien est-ce qu'il faut travailler à un cadre dans lequel ces discriminations peuvent être corrigées, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ayant cette pensée universaliste. Donc c'est Mmh. un très gros enjeu d'aujourd'hui parce que vraiment le féminisme universaliste est en minorité. Oui, et c'est pour ça que vous plaidez pour l'instauration d'un ministère du droit des femmes? Bah oui, alors ça dépend un peu qui aura le ministère. Pourquoi est-ce qu'on a plaidé pour un ministère des droits des femmes? Bon, on a obtenu un secrétariat à l'égalité des chances, mais bon, on voit bien que la tendance de cette ministre qui est Sarah Schlitz, que j'aime beaucoup par ailleurs, bah, c'est une tendance anti-universaliste, donc ça nous satisfait pas. Mais il faut aussi travailler, je pense, au niveau européen, conjoindre aussi les analyses que l'on fait d'ailleurs au CAL, que ce soit sur le droit à l'IVG, sur la montée de l'extrême droite, sur ces discours identitaires qui divisent la société au lieu d'essayer de rassembler. Et je pense que ce sera au niveau européen que la bataille va se mener, oui. Et le mouvement laïque est très sensible à la question des signes convictionnels
dans la fonction publique. Pourriez-vous nous dire pourquoi le combat pour le port du voile n'est pas un combat féministe? Bah, d'abord parce que c'est pas un combat pour le port du voile. Le voile des femmes musulmanes, c'est une réalité religieuse, point, voilà. Et ce n'est pas autre chose que ça. Alors aujourd'hui, on assiste à un développement, le féminisme musulman. Bon, il n'y a rien à faire. Quand on s'inscrit dans un dogme qui estime qu'il y a pas seulement une différence anatomique entre les filles et les garçons, mais qu'il y a, en découle une différence de place dans la société et une différence de valeur dans la société, bah voilà, c'est ça les religions. Je veux dire, il n'y a aucune religion qui intègre les femmes comme les hommes dans les hiérarchies, dans les directions ou dans la place simplement dans la société. Donc, pour nous, le féminisme religieux, c'est un leurre. Après, la question du port du voile islamique, c'est un instrument qui vient poser un coin dans une structure qui tenait jusqu'alors en Belgique, c'est-à-dire que, évidemment, la religion, et tout le monde a le droit de croire, de ne pas croire, de changer de religion, mais c'est du domaine du privé. Et que donc, dans la rue, chez soi, au magasin, où on veut, on fait ce qu'on veut. Mais que dès qu'on est investi d'une mission de service public, hein, comme c'est le cas pour les agents de la fonction publique, il n'y a pas de raison d'imposer aux usagers une vision qui est la sienne. Si je venais par exemple avec un t-shirt Che Guevara et que je suis, je ne sais pas moi, au guichet ou échevin dans une commune, bah, la personne qui est anti-communiste par exemple dirait, mais enfin, qu'est-ce que vous m'imposez? Pourquoi est-ce que quelqu'un à qui je m'adresse et qui est un représentant de l'État doit m'imposer sa vision? Alors on peut dire, oui, mais enfin, ce n'est pas le signe qui fait le service. Bah, tout message est entendu, est compris, et donc le message qu'il faut faire passer aux gens, c'est que non, dans une fonction publique, on n'est pas là pour être soi-même, on représente l'État, et dans cette fonction, c'est l'État qui prime. C'est le bien-être collectif. Maintenant, enfin, on peut faire beaucoup de développement par rapport à ça, notamment par rapport à l'enseignement, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la population de femmes musulmanes qui n'est pas prise en compte dans ce débat. On ne les voit pas, les femmes qui sont obligées de porter le voile ou qui le portent pour ne pas avoir de problème, parce que dans leur environnement, ce serait mal vu de ne pas le faire. On le voit bien, la bataille maintenant, elle est judiciaire. La Cour constitutionnelle, elle donne raison. Hein, quand on dit dans telle école, ça ne va pas porter le voile, parce que quand vous sortirez, vous ne pourrez pas être infirmière avec un voile, ou vous ne pourrez pas être prof avec un voile. Mais voilà, la bataille sera longue, mais je pense qu'on y arrivera, sauf s'il y a un basculement démocratique en 2024, ce qui est un risque, comme je l'ai déjà dit. Alors, un petit peu d'actualité. Nous avons vu qu'en France, Joséphine Baker entre au Panthéon, une rare femme parmi une multitude d'hommes. Qu'est-ce que cela dit de la place de la femme dans l'histoire? Alors bon, les femmes sont invisibilisées dans l'histoire, mais maintenant que ça commence, hein, donc ça c'est bien. Une fois que ça commence, normalement, voilà, ça va continuer. Mais par rapport à Joséphine Baker, je vous remercie de poser la question, parce que précisément sur la question du racialisme, de l'universalisme, de la laïcité, Joséphine Baker, c'est une précurseuse. Hein. Ce qu'elle a dit, elle a dit, moi je défends... Elle était, évidemment, la lutte raciale, elle était, voilà, I have a dream. Bon, voilà, elle a participé et elle a subi le racisme aux États-Unis. Elle a participé à la lutte contre le racisme anti-noir. Mais elle disait, moi, je ne défends pas la couleur de peau noire. Hein. Moi, je défends un être humain comme un autre. Voilà. Et cette lecture-là, aujourd'hui, elle est vraiment minorisée. Son combat en disant « c'est la France qui m'a donné la possibilité de devenir qui je suis, parce que c'est la France de la République laïque », ce message-là, c'est un message qui m'a vraiment réconfortée
quand elle est entrée au Panthéon et qu'on a entendu, hein, il y a eu toute cette cérémonie très belle d'ailleurs où on reprenait ses verbatims. Et ça donne espoir parce que quelqu'un comme elle qui rentre au Panthéon, c'est aussi un rôle modèle pour beaucoup de jeunes. Parce qu'en plus, c'est une artiste, elle est drôle, elle est talentueuse, voilà. Puis c'est une grande résistante, elle a combattu le nazisme. Donc, enfin, vraiment, ce personnage-là doit devenir un rôle modèle. Et pour moi, vraiment, c'est à partir de personnes comme ça qu'on va peut-être pouvoir convaincre la nouvelle génération que ce que l'on combat aujourd'hui, c'est-à-dire hein, ce nouveau racisme, cet identitarisme, cette société divisée en fonction des caractéristiques, c'est pas la solution. Mmh. Les femmes, l'histoire, c'est quand même 2 sujets qui vous passionnent. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Madame S, qui parle, c'est une biographie de Marguerite Steinel, si je prononce bien, dans les bras de laquelle est décédé le président Faure. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Le personnage, parce que c'est un personnage qui a été traduit en justice pour un double meurtre qu'elle n'avait pas commis. Elle a passé 1 an en prison, donc c'était une dame de la très haute bourgeoisie protestante française. Et en fait, c'est une Dreyfusarde qui a été complètement invisibilisée par l'histoire. On l'a toujours présentée comme une putain, en fait. Mmh. C'était la putain du président, voilà. Et donc là aussi, on voit bien que euh, derrière ce que on répète depuis un siècle, hein, bon, parce que elle est née en 1869, cette dame, elle est morte en 1954, voilà. Et donc pendant des années, on n'a fait que la traiter de putain, et c'est encore quasiment le cas chaque fois à l'anniversaire de la mort de Félix Faure, pouf, on ressort la pompe funèbre, la fellation fatidique, etc. Alors que derrière ça, c'est vraiment l'histoire de la France, d'abord dans l'affaire Dreyfus, Félix Faure est le président auquel Zola a adressé son j'accuse, et elle était l'oreille des Dreyfusards auprès de Félix Faure. Et en refaisant son histoire par le menu, bon, ça m'a mis 20 ans, donc c'est une très longue recherche, parce qu'aussi c'est un personnage qui a été complètement minoré, donc il a fallu aller gratter un peu partout pour trouver des informations. Eh bien, c'est cette France-là, c'est la France républicaine, laïque, dreyfusarde, et quelque part féministe, en tout cas c'est le début du féminisme français, même si cette dame, Marguerite Stanel, ne se considérait pas comme féministe, mais elle avait une vie de féministe, puisqu'elle avait beaucoup d'amants, elle se sentait libre de faire ce qu'elle voulait, elle ne voulait pas se soumettre à aucune loi qui contrevenait à son désir de liberté. Et donc c'est une vraie figure. Et d'ailleurs, le livre sort en format poche au mois de mars pour la date, enfin c'est le mois des droits des femmes, et donc je suis très heureuse parce que j'ai eu beaucoup de lecteurs et lectrices, et bon, ça fait plaisir évidemment. Voilà. Alors, Sylvie Losberg, pour terminer, nous voulions aborder avec vous une question très importante. Donc, un vote a eu lieu au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un vote qui recommande l'instauration dans l'enseignement officiel d'un cours de 2 heures de philosophie et citoyenneté. Ce n'est pas encore un aboutissement, mais c'est quand même une victoire. Ah oui, c'est une victoire, bien sûr. Alors, il y a encore du travail à faire, ça doit encore être avalisé, mais vous savez, ce cours de philosophie et de citoyenneté, à quoi ça répond? Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est quoi en fait? Enfin, on parle de politique, de philosophie politique, de conception de la société, de c'est quoi être un citoyen, une citoyenne, quels sont nos droits, nos devoirs. Ben, en Belgique, on n'apprend pas ça. En Belgique, on apprend des tas de trucs à l'école, mais ça, on n'apprend pas, hein. Et donc, la citoyenneté, c'est ça, c'est d'abord avoir les outils pour comprendre le monde dans lequel on va devenir un citoyen actif qui va voter, qui va prendre des décisions. Et la question de la philosophie, c'est penser le monde à partir ben, d'une liberté de penser, où on peut penser avec d'autres références que celles qu'on a reçues de ses parents, de son milieu familial, de sa religion, etc. Donc c'est un réel séisme en Belgique, parce que, et on le voit, le rapport à la religion, ben, ça reste comme étant finalement un garant. Alors que pour nous les laïcs, la religion, c'est très bien pour les croyants, mais ça ne répond pas à tout, et en tout cas, ça ne répond pas à cette question de c'est quoi être un citoyen qui pense par lui-même, hein, qui s'émancipe, qui fait du libre examen, qui prend des décisions, pas en fonction de ce que les autres attendent de lui,
mais en fonction du projet de société qu'il veut défendre. Et donc, clairement, c'est une grande avancée et j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin et que les religions, bah, on donne des cours de religion à d'autres moments, pourquoi pas, voilà, en groupe, c'est une solution, mais que tous les enfants soient rassemblés ensemble pour parler de ce que c'est, leur place dans le monde et comment comprendre et réfléchir ce monde. Et Sylvie Losberg, merci d'être venue partager avec nous les combats qui vous tiennent à cœur, en espérant que votre militantisme et votre engagement inspirent d'autres personnes. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.